Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans les apéros talk du jeudi soir du Wagon. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Nicolas Dessaigne, qui est le CEO Bonjour. de Algolia. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Nicolas, donc je vais te laisser te présenter un peu, brièvement raconter un peu d'où Mhm. tu viens, ton histoire, ton parcours avec Algolia. Et puis Ça derrière, marche. je vais poser quelques petites questions. Ça dure pas hyper longtemps, ça fait pas mal. Et après, on pourra Ça, bien je tous fais ensemble. super. Ok, Voilà. ça marche. Nicolas Dessaigne, je suis l'un des deux cofondateurs avec Julien de Algolia. Peut-être 30 secondes sur ce que c'est Algolia d'abord, s'il y en a qui ne connaissent pas. Peut-être sur d'où tu viens avant. D'où je viens avant. Enfin, Ouais, je peux tout le tes faire dans l'ordre. études ou tu vois. Ah, Ton profil. j'ai un profil d'ingénieur, donc j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai fait ensuite un doctorat d'informatique. J'ai bossé comme développeur au début. Et ma dernière expérience, j'étais VP R&D chez Exalid. Exalid, c'est une boîte assez importante, on va dire, c'est le leader en France du search, qui a été racheté par Dassault Systèmes en 2010. Et j'ai quitté Exalid en 2012 pour créer Algolia avec Julien, mon cofondateur. D'accord. Sur la fin, je faisais plus beaucoup de dev. Enfin, chez Exalid, même avant. Et donc chez Algolia, c'est Julien qui a fait 95% du code. Et moi, je travaillais sur le reste. Donc ça, c'est comment on est arrivé à Algolia. Algolia, aujourd'hui, c'est quoi? Et après, je vous expliquerai comment on a commencé, parce que c'était un petit peu différent. Aujourd'hui, c'est un service de recherche, une API. C'est vraiment destiné aux développeurs d'applications, de sites web. Et on va les aider à délivrer un moteur de recherche Spotlight, temps réel, dans leur application. Par temps réel, je veux dire très rapide, suffisamment rapide pour pouvoir mettre à jour les résultats après chaque touche saisie sur le clavier. Vous nous avez peut-être déjà utilisé sur des choses comme Hacker News, Product Hunt, Crunchbase. On commence à avoir pas mal de clients, là on est à 350 clients dans plus de 40 pays aujourd'hui. Mais ça c'est aujourd'hui. Et donc si je reviens en arrière, en 2012, octobre, on crée la société avec une idée complètement différente, enfin complètement, peut-être pas exagérée, un peu différente, qui était un moteur de recherche aussi, mais destiné aux mobiles, que ce soit vos iPhones, vos Android, Windows Phone aussi, on avait une version Windows Phone. L'idée était d'avoir un moteur de recherche qu'on puisse embarquer sur le téléphone, qui puisse fonctionner complètement offline, sans connexion au réseau. C'était un beau challenge tech, parce qu'on parle d'appareils, surtout à l'époque, qui ont très peu de mémoire, qui ont un processeur extrêmement lent. En gros, tout ce qui se faisait dans le milieu ne pouvait pas marcher sur un téléphone mobile. Un challenge qu'on a relevé, très bien, enfin ça a vraiment bien marché, pour la tech. Pour le reste, c'était beaucoup moins bien. Le marché, en fait, n'était pas du tout à la taille qu'on l'espérait. La petite histoire, c'est qu'on était parti sur cette idée après avoir vu beaucoup de questions sur Stack Overflow. Donc Stack Overflow, communauté de développeurs, plein de questions, plein de réponses, et plein de questions sur comment implémenter Lucene, qui était le moteur de recherche, toujours un moteur de recherche à la mode, open source, comment implémenter Lucene dans mon application. Plein de questions, pas de réponses. Ok, il y a un marché. Eh ben non. Par contre, le produit marchait bien, les prospects nous disaient qu'ils adoraient la user experience, qu'ils voulaient ça online, ils voulaient pouvoir mettre à jour les data online, etc. C'est là qu'on s'est dit, on est con, on ferait mieux de faire un produit en SaaS. On a pivoté, on a choisi de pivoter, c'était en janvier 2013, donc assez vite. On n'a pas voulu persister trop longtemps dans la voie qu'on ne sentait plus. En mars, on a lancé une première bêta. En avril, on a appliqué pour la première fois Y Combinator, on l'a fait 2 fois. Ce qui était assez formateur, puisqu'on a été pris à l'interview. La première fois. Ouais, je peux vous faire un tout petit aparté. Y Combinator, c'est 3000 applications par patch. Quelques centaines, peut-être entre 200 et 300 font l'interview. L'interview, c'est 10 minutes sur place là-bas. Et le soir même, ils disent si on est pris ou pas. Et ils prennent entre 60 et 80, et ça a tendance à augmenter à chaque batch. En France, c'est l'interview avec la plus grosse empreinte carbone de l'histoire. Ouais, ça c'est sûr, c'est l'interview qui coûte cher. Cela dit, l'interview, il nous rembourse une partie des frais, 1100 $, donc ça ne couvre pas tout, parce qu'ils font venir tous les cofondateurs. Mais c'était une bonne occasion pour vivre un peu l'expérience Silicon Valley à l'époque. Et c'est 10 minutes chrono? C'est 10 minutes chrono. Et c'est pas un pitch. On arrive autour d'une table et hop, ils shootent les questions. C'est assez intense. C'est assez intense. Et pourquoi vous avez. Enfin, tu sais, la raison pour laquelle vous ne l'avez pas eu la première fois? Ouais, des idées. Enfin, notre projet n'était pas mûr. On se présentait comme moteur de recherche SaaS. Ok, super, mais en quoi on était différent? On n'avait pas de différenciateur, on n'a pas su leur dire pourquoi on allait être les meilleurs. D'accord. Donc ok, on avait pivoté, on avait une belle démo,
Mais une belle démo, on avait un beau moteur, okay, techniquement ça marchait, mais de là en faire une boîte, c'est autre chose. Et donc on n'était pas mûr pour réussir à le vendre, quoi. Ouais. Surtout qu'ils avaient déjà investi dans un autre moteur de recherche en 2012, un an et demi plus tôt, et qui s'appelait SwiftType, qui existe toujours. Et du coup, on a eu plein de questions, mais en quoi vous êtes différent de SwiftType? Donc ok, on ne s'attendait pas à ça, donc on a passé 5 minutes là-dessus. Et donc on n'avait pas préparé suffisamment cette partie-là, enfin pourquoi on allait réussir là où il y avait plein de concurrents, plein d'autres boîtes. Cela dit, on est resté une semaine là-bas, les retours qu'ils nous ont faits nous ont bien bougé. Les gens qu'on a rencontrés là-bas, on avait blindé notre semaine de meeting autant qu'on pouvait, étaient super positifs, super intéressants, enfin ça nous a vraiment permis de réfléchir sur la boîte. Et c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte de ce qu'on avait comme pépite technologique qu'on n'avait pas forcément encore réalisé. Ce qu'on a fait sur mobile, une fois qu'on l'a bougé sur serveur, fait toute notre différence aujourd'hui. Sur mobile, on a dû faire des compromis complètement différents. On n'aurait même pas pensé à faire ces compromis si on avait travaillé sur serveur. Ce qui nous a permis d'avoir une solution beaucoup plus rapide que la concurrence sur un use case beaucoup plus focalisé. Yes. Et ça nous a permis de se rendre compte qu'il y avait vraiment quelque chose. Avril arrive, le premier bêta-testeur, super retour sur le produit, notamment pour les use cases qui nous intéressent. Maintenant, on se focalise que là-dessus, ce qui va être plutôt le search base de données. Alors, je vais encore faire une petite aparté. Pour nous, il y a vraiment deux types de moteurs de recherche. Moteur de recherche documentaire, c'est chercher des pages web, des documents Office, typiquement Google ou d'autres. Et les moteurs de recherche base de données. Quand vous allez chercher un profil sur LinkedIn, quand vous allez chercher un produit sur Amazon, vous êtes en train de chercher des petits objets dans une base de données. Ce qui se passe, c'est que en fait, les technos de moteurs de recherche documentaires ne sont pas vraiment adaptés à ce type d'objet, là où ce qu'on avait démarré sur mobile était un fit juste parfait. Et donc, une fois qu'on s'est rendu compte de ça, on a changé de discours et en fait, on s'est focalisé uniquement là-dessus. Et on s'est rendu compte que là-dessus, effectivement, on avait une valeur on avait un produit qui n'existait pas sur le marché. Il y avait un vrai problème et on avait la solution au problème et le problème était large. Donc là, du coup, on savait qu'on avait trouvé quelque chose. Vous n'aviez pas eu YC, donc il fallait recommencer. Donc on n'avait pas eu YC. À ce moment-là, on ne pensait pas à recommencer YC du tout. On disait, ça y est, c'était un mois après YC, on a quelque chose, on y croit, maintenant il faut qu'on avance. Du coup, on a commencé à chercher des fonds. En fait, au moment où on était vraiment sûr d'avoir trouvé ce qu'on voulait faire, la pépite, et on y croyait, on avait des retours très positifs. On avait un peu la social proof qu'il nous fallait pour y croire à nous-mêmes. Au début, tu te cherches, tu itères, tu pivotes. Et quand tu as trouvé le truc, c'est là où il faut aller à fond. Et donc, on a cherché des fonds. Ça s'est plutôt bien passé. On a fait notre premier meeting VC fin mai et on a signé une term sheet mi-juillet. Donc, ça nous a pris un mois et demi, à deux, ce qui était pas mal aussi. Ouais. Donc on a levé 1,2 million d'euros à l'époque. Donc en fait le closing a eu en septembre, fin septembre. L'été, les avocats sont en vacances. Mais bon, ça ne nous a pas empêché de démarrer dès l'été, de commencer à lancer le recrutement. Donc on a une première personne qui nous a rejoint c'était mi-septembre je crois. Les fonds n'étaient pas encore là, mais bon, tout était signé, on n'avait pas peur de ça. Puis novembre. On lance le produit aussi en septembre, officiellement. Donc on commence à avoir des clients en septembre qui étaient nos bêta-testeurs, dont des Américains. Et du coup, c'est ça qui faisait qu'en octobre, je retourne aux US, parce qu'on a un vrai marché là-bas, parce qu'on a des clients là-bas. Et je discute avec plein d'alumni YC, qui tous me disent « mais tu devrais recommencer, tu devrais réappliquer ». Ah bon, pourquoi? Enfin, on a levé de l'argent, on n'a plus besoin. Et en fait, ils avaient raison, quoi. Enfin, pour pénétrer le marché américain, c'est pas du tout la même culture qu'ici. Il y a beaucoup de choses à apprendre de là-bas, surtout pour une boîte tech. Je reviens en France, on discute avec Julien. Ils ont raison. Donc on recommence, on réapplique. Ce coup-ci, on y passe beaucoup moins de temps. On va dire qu'on a fait une application en une demi-journée, tout était fait, la vidéo, tout. Bon, on avait déjà notre ancienne application qu'on a réadaptée. On voyait bien comment ça marchait. On avait plein de recos d'anciens YC, dont en fait notre premier beau client c'était Socialcam. Il se trouve que le CEO de Socialcam est part-time partner à YC. Donc ça aide aussi, faut l'avouer, hein, c'était un avantage assez unfair. Tu es complètement pistonné. C'est vrai. Disons que la deuxième fois ça s'est passé un peu différemment, l'interview a été beaucoup plus cool. Malgré tout l'interview était intéressante, très intense aussi, hein, aussi intense que la première fois. Mais quand on est sorti de là, on était vraiment content de ce qu'on avait fait la première fois.
On n'y croyait pas vraiment. La deuxième fois, de toute façon, si ça ne marche pas, c'est pas grave, mais on y croyait. Et puis le soir, Paul Graham m'appelle et nous dit qu'on était pris. Et donc on refait YC. On bouge là-bas en janvier. À ce moment-là, on était 6. L'équipe, on était 6. On bouge toute l'équipe. On loue une maison à Menlo Park. Et on démarre là-bas début janvier à 6 avec toute l'équipe et YC, le batch YC. Et donc on bouge Menlo Park 6 personnes et là on commence le batch YC. Alors après, je pourrais vous répondre à toutes vos questions sur YC. Je dirais que le plus gros… Peut-être résumer rapidement pour ceux qui… YC, donc je dis toujours YC, c'est Y Combinator. C'est le premier accélérateur, celui qui s'est créé en 2005, qui est aujourd'hui le plus réputé, le plus connu, par lequel sont passés Airbnb, Dropbox, Stripe, qui nous intéresse beaucoup en termes de positionnement. Heroku, c'est aussi beaucoup. C'est un peu la mecque. Voilà, s'il y a un accélérateur que vous voulez faire, c'est celui-là. Enfin, il y en a d'autres qui sont très bien, hein. Celui-là est au-dessus du lot. Et après c'est vraiment différent de ce qu'on peut trouver ailleurs aussi, hein. C'est vraiment particulier. C'est difficile de tout raconter en quelques minutes, mais après, pas de problème à répondre à vos questions. Et finalement, le plus gros avantage, le plus gros bénéfice pour une boîte comme nous qui venions de la France, là-bas, on s'installe à 6, c'est pas forcément YC en tant que YC, c'est le fait qu'on s'est retrouvé à 6 avec un sprint. On avait une deadline qui était le 25 mars, c'était le Demo Day, c'était la fin de YC. 24/7, dans la même baraque. Je ne vous raconte pas en termes de team building, en termes de motivation. Dans un cadre, voilà, on regarde autour de nous, il y a Google, Facebook, tout le monde est là à côté. Accès à tous les thought leaders de la vallée, quoi. Enfin, on pouvait relativement facilement, les Américains sont assez faciles d'approche, donc se débrouiller pour prendre un café avec des personnes qui allaient nous apporter énormément. Enfin, c'est tout un contexte qui nous a beaucoup boosté, et ça a été vraiment à ce moment-là qu'on a décollé. Donc on a démarré janvier, on devait être à 18 clients, je crois, quelques milliers de dollars de chiffre d'affaires. Et voilà, on a dû faire plus 50% de croissance en février, 60% de croissance de nouveau en mars. C'était vraiment voilà, avant, c'était quelques pourcents tous les mois, enfin, on se cherchait. Là, on a vraiment réussi à décoller. Je dirais. Stats sur le nombre d'appels de l'API. Ouais, aujourd'hui, on fait un peu plus de 3 milliards par mois. Mais aujourd'hui, à l'époque, on était plutôt vers, je sais pas, c'est déjà pas mal, peut-être, pas loin d'1 milliard peut-être à l'époque déjà. 3 milliards par mois, ça commence à devenir pas mal, ça commence à devenir costaud. Donc ça, c'est la période YC. Pour finir sur YC vite fait, ça se termine par un Demo Day. Un Demo Day, c'est l'objectif initial, c'est de présenter la société en 2 minutes 30 à un parterre de 500 investisseurs. Donc il y a du monde. On était 76 dans le batch, donc ça dure toute la journée, c'est très intense, c'est très fatigant pour tout le monde. Donc c'est assez particulier. C'est super long. Ça dure la journée. On passait par bloc de 20. Donc je crois qu'au total, on n'est pas passé à 76, on a dû être peut-être 65 à passer, un truc comme ça en tout. Les investisseurs, ils sont cramés là. Ah, ils sont cramés. Et puis je te raconte pas la préparation. On est préparé, j'ai jamais vu 2 minutes 30 aussi bien préparé de ma vie. Alors, YC, après, on peut rentrer sur tous les sujets sur YC. On va parler un peu de YC. Mais Demo Day, comment dire, l'approche de YC, c'est surtout vous y pensez pas jusqu'à une semaine avant. Bossez sur votre boîte. Votre boîte. Oubliez le Demo Day. Une semaine avant, on bosse sur le Demo Day, mais quand on bosse sur le Demo Day, on bosse pendant une semaine sur le Demo Day. Et avec entraînement, répétition, challengé par les partenaires tout le temps. À la fin, on a notre presse, chaque mot compte. Et ça dure un peu moins d'une semaine. Ouais. On a démarré ça le mercredi ou jeudi, et la présentation, c'est le mardi. D'accord. Et le week-end, tout le week-end, YC est ouvert 24 heures sur 7, 24 sur 24, pardon, tout le week-end pour pitcher. C'est assez intense. On arrive, honnêtement, il n'y a pas dû y avoir un fumble, quoi. Enfin, personne n'a… et pour les investisseurs, c'est trop dur. Toutes les presses étaient présentes, tournées d'une façon à ce que ce soit sexy, quoi. Même s'il n'y avait pas un truc énorme, il y avait toujours une courbe qui faisait que c'était sexy. Ils savent un peu en amont ce qu'il y a, non? Les invests? Un book, non, ils ont un book au moment où ils arrivent, le jour où ils arrivent. Après, il y a plein de boîtes YC qui sont launchées pendant la période YC. Donc voilà, il y a les articles dans TechCrunch, il y a les articles un peu partout. Ouais. Et puis il y a beaucoup de boîtes YC qui vont commencer à lever des fonds avant la fin. Donc à rencontrer les investisseurs avant le Demo Day. D'accord. Il y en a certaines qui sont connues, mais pas toutes. D'accord. Et il y a une partie des boîtes qui sont… Le Demo Day, super, pas de problème. Mais on était dans la catégorie des boîtes qui n'avaient pas besoin de lever. Donc on avait une pression un peu plus faible. Vous aviez déjà levé aussi un peu? On avait déjà levé 1,2 million en France, d'euros.
Donc voilà, on restait plein de sous, on n'avait pas besoin de lever. Finalement, on a eu beaucoup d'intérêt d'investisseurs quand même. Et on a choisi de faire ce qu'on a appelé une seed extension. C'est-à-dire qu'on a refait une petite levée là-bas pour faire rentrer des Américains. Le marché américain était très important pour nous. Être là-bas, dans la Silicon Valley, était très important pour nous. Pour nous, c'est plus facile de vendre en Allemagne depuis San Francisco que depuis Paris. Voilà, on est, pour une boîte tech, hein, ça dépend vraiment de qui. Pour une boîte tech, une API, toutes les boîtes, les Twilio, les Stripe, ils sont tous de là-bas. C'est une sorte de légitimité qu'on apporte à la boîte quand on est à San Francisco. C'est un peu idiot, mais ça aide dans les ventes. Et donc oui. Et donc on a voulu faire entrer des Américains pour l'expérience des investisseurs. Et c'est ce qu'on a fait. On a relevé $1 million de dollars ce coup-ci. Entre avril et juin, enfin, ça a été l'avantage, c'est qu'on l'a fait à ce moment-là en safe, une sorte de note convertible. C'est-à-dire qu'on peut onboarder des investisseurs à tout moment. Donc on a rajouté quelques investisseurs sur la fin parce que les mecs étaient trop bien, on ne voulait pas leur dire non. Mais on a quand même dit non à beaucoup de monde, ce qui était plutôt sympa comme... C'était plutôt sympa. C'est un problème de riche, quoi. C'est un problème de riche. Il y a des bons problèmes à voir. Vous en êtes où, du coup? Là, on en est où? On a continué notre croissance. Là, on a encore fait 30% le mois dernier de croissance. Donc ça continue à très bien marcher. On a des clients, je disais 350 clients, plus de 40 pays. On a continué à grossir l'équipe. On n'a pas été ultra agressif. On aurait pu l'être plus, on aurait dû l'être plus. On va l'être plus. Mais là, on est 10 aujourd'hui. Et en train de recruter surtout du marketing et du sales aujourd'hui. D'accord. En profil technique, vous avez ce qu'il faut? Non, jamais assez. Mais c'est les profils techniques, en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas les plus durs à recruter pour nous parce qu'on est technique d'origine. Et donc, c'est plus facile pour nous de les trouver. C'est plus facile. On a un réseau, un network technique beaucoup plus fort que le network sales marketing. Et en fait, en sales et marketing, en France, pour notre produit, il n'y a personne. Il n'y a pas les talents qu'on a besoin. Ils sont forcément aux US. Et ils sont forcément aux US, probablement en côte ouest. C'est un peu localisé. Après, on ne s'interdit pas de les prendre n'importe où. Comme Stripe qui vont aussi ouvrir des bureaux à Paris. Ouais. Enfin, ça c'est de plus en plus ça, de ce que j'ai entendu. Ouais, tout à fait. Stripe, je sais que... Alors Stripe, c'est un modèle un petit peu différent parce qu'eux, ils sont misés sur l'inbound. Ça, c'est après un problème de go-to-market. Stripe, ils sont restés sur l'inbound pendant une éternité. Ils ont très très peu de sales. Ils commencent à avoir des sales, donc quand ils ouvrent à Paris, les clients, ils vont les voir. Enfin, ils font un peu d'event, etc. Mais ils ne prennent pas leur téléphone pour appeler les clients. Enfin, ou des mails, ou ce que vous voulez, quoi. Très peu. Ils ont une telle marque aussi qu'avant que leur attractivité inbound se tasse, ils ont quoi voir venir. Ils sont déjà très gros. Et nous, on a fait un choix différent. À un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit prendre un focus purement inbound, c'est-à-dire vraiment marketing, faire venir les gens, ou outbound, aller contacter les boîtes, plutôt un play enterprise, plus gros clients. Et on a fait le choix difficile de faire les deux. Et donc aujourd'hui, notre chiffre d'affaires est parti moitié-moitié. On a la moitié de notre croissance qui vient de l'inbound, la moitié de notre croissance qu'on va chercher sur des contrats enterprise. Sur le site, il y a tous les plans qu'on choisit, self-service sur le site, c'est les plans inbound. Et à côté, des plans enterprise, des clients qui payent beaucoup plus mais qui sont beaucoup moins nombreux. Et on a choisi de faire les deux. Et en fait, c'était un choix qu'on ne regrette pas du tout parce que le côté inbound, le côté marketing nous permet d'être connus dans la communauté des devs. Et les devs, à la fin, c'est nos sponsors dans les grandes boîtes. Et donc ça nous aide à mieux vendre aux grandes boîtes. Et inversement, avoir un Crunchbase, ça nous donne la crédibilité auprès des devs. Vous, l'évangélisation auprès des devs, c'est un peu la clé. Hein. Ouais, et on a beaucoup de progrès à faire. On vient de recruter notre première personne au marketing, en CDI là. Le produit avant, quoi. Comment? Produit d'abord, quoi. Ouais, c'est une erreur. C'est une erreur, on aurait dû investir beaucoup plus avant. Donc là aujourd'hui, j'ai envie d'avoir 3 personnes marketing le plus vite possible. Mais on avait du marketing au début, parce qu'on avait Maxime qui travaillait avec nous, qui a travaillé avec nous pendant 6 mois, mais qui était junior. Maxime. Maxime Salomon, je te regarde parce que c'est un pote. Mais toi, entre le moment où Maxime est parti en juillet et aujourd'hui, on n'avait personne par exemple. Et on aurait dû recruter des gens, on aurait dû recruter en juin, on aurait dû recruter même avant. Encore un problème de riche. Ouais, mais alors après c'est un problème de ce qu'on va appeler un problème de first timer. Un de nos investisseurs qui s'appelle Jason Lemkin, qui est notre lead américain, qui est un mec très bien, qui a vendu EchoSign, qui était aussi une API signature électronique, qui a revendu ça à Adobe.
C'est un mec qui parle beaucoup, qui est comment dire, très connu dans le monde du SaaS, qui a un blog qui s'appelle Sastia, enfin, qui est assez connu. Et donc il se connaît vachement bien tous ces modèles-là. Et quand on lui dit, OK, qu'est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'on a fait mal, il nous dit, pour des first-timers, c'est parfait. Bon, si vous étiez second-timer, voilà ce que vous auriez fait. Et grosso modo, on aurait dû voir plus vite que la croissance était sustainable, qu'on allait pouvoir la garder, et on aurait dû investir beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Okay. Et il a raison. Après, bien sûr, les VC ont tendance à nous encourager à investir toujours plus fort. Et quand on a moins d'expérience, on n'a pas prêt à prendre autant de risques. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on aurait dû. Mais c'est pas un mauvais problème aujourd'hui. C'est juste qu'on va s'y mettre et on est en train de s'y mettre et c'est juste un problème de timing, quoi. Yes. Pourquoi ça a décollé? Parce qu'il y a eu plein de... déjà, on était 6, 24/7 dans la même maison. Enfin, il y avait une sorte d'émulation très très forte. Comment dire aussi un sens d'émulation aussi par nos batchmates, les autres boîtes. On est très nombreux à aussi. On était 76. Honnêtement, je connais pas toutes les boîtes, quoi. C'est con 76, mais c'est énorme. Et donc, comme on se voyait qu'une fois par semaine, en moyenne, c'était pas... donc il y a des boîtes avec qui on devient pote, mais il y a même des boîtes que je connaissais pas. Malgré tout, ça donne une émulation parce que tout le monde est là pour vraiment 3 mois intenses. On n'a jamais bossé autant de notre vie, quoi. Donc ça aide. Et puis à côté, il y a eu 2-3 bons hacks qui ont bien marché. Le search de Hacker News, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à opérer Search de Hacker News. Ça nous a fait beaucoup de visibilité dans le monde, dans notre cible parfaite. C'est à ce moment-là qu'on a fait notre launch, entre guillemets, TechCrunch. On a eu un très bel article TechCrunch à ce moment-là. Ça a aussi un petit peu bootstrappé. On a retroussé les manches et on a contacté une tonne de personnes. On a eu plein de clients dans notre batch aussi. C'est plein de petites choses qui s'ajoutent. Il n'y a pas eu de magie, quoi. Il n'y a pas eu de choix qui a vraiment changé la donne. Ça a été toujours plein de petites choses, mais qui s'accumulent. Et voilà. Je sais pas, il n'y a pas eu d'événement fondateur. Juste une capacité d'exécution qui était extraordinaire aussi. C'est-à-dire qu'on avait une idée un jour, le lendemain elle était implémentée, elle était testée, quoi. Et ça, c'est difficile à garder longtemps. Aussi parce que, voilà, parce que le soir, il y avait quelqu'un qui travaillait encore, le matin, il y a déjà quelqu'un qui travaille. C'était vraiment... Et là, tout le monde a joué le jeu, même les employés qui étaient là en tant qu'employés, quoi. Mais pour eux, c'était une chance de découvrir aussi cette aventure, quoi, et d'y participer. Moi, j'avais une question par rapport à la première levée de fonds. Ouais. Parce que vous l'avez fait donc, après avoir postulé au YC une première fois, pour avoir fait les interviews, vous nous avez dit que vous avez vachement pris conscience du potentiel de votre produit, mais vous avez quand même décidé de le vendre en France. Alors pourquoi est-ce que vous avez songé à lever aux US? Vous avez renoncé pour... Honnêtement, à l'époque, aujourd'hui c'est vraiment différent. À l'époque, je pense qu'on n'aurait pas forcément réussi à lever aux US parce qu'on n'avait pas le réseau, parce qu'on n'avait pas l'expérience, parce qu'on ne savait pas comment ça marchait aux US. Alors qu'en France, on commençait à bien maîtriser ce domaine-là. Ça faisait presque 6 mois qu'on naviguait dans le milieu start-up et des VC. On en avait rencontré pas mal. Donc on avait beaucoup de contacts. On commençait à avoir un petit peu d'intérêt inbound de part de VC. Donc on était déjà identifié auprès des VC comme une boîte à suivre. Aux US, on était pur inconnu. Ça va plus vite aussi. Enfin, les Américains ils sont habitués, non? Enfin, oui. Attends, aujourd'hui je recommence, je vais lever directement aux US. Okay. Et la question, elle se pose même pas. Mais je regrette pas, à l'époque, j'aurais pas su le faire. Okay. C'est tout. Parce qu'à cause de la culture américaine qui est trop différente, manque de réseau. Manque de réseau, j'aurais même pas su à qui aller demander. Enfin, ouais, ok, je lisais les blogs de Fred Wilson, de plein de gens, ok, mais ça suffit pas, quoi. Il faut être. Ouais. Ça prend un peu de temps. Et puis tu lèves pas en une semaine, quoi. Donc ça voulait dire déménager la boîte là-bas directement. En gros, t'emmènes ta famille. Ta boîte, tu sais pas encore si elle va faire quelque chose et déjà tu déménages avec toute ta famille là-bas. Tu vois, enfin aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, peut-être probablement on le ferait. Mais à l'époque, je pense pas qu'on avait l'expérience suffisante pour réussir. Et probablement on se serait cramé là-bas et on n'en serait pas là aujourd'hui. D'accord. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'entrepreneurs, donc assez jeunes, qui n'ont effectivement pas forcément des familles qui décident d'aller 3 mois à San Francisco pour rencontrer un maximum de VC, lever des fonds pendant ces 3 mois avec le visa touriste. C'est une méthode qui peut très bien marcher. Ouais. On en avait tous les deux des enfants. Ouais. C'est pas tout à fait les mêmes contextes. Et ça compte. Bien sûr. Ça compte. Et les investisseurs français, comme vous leur avez dit que vous alliez postuler au Y Combinator,
Donc vous avez qu'est-ce qu'ils disent? Alors, on n'a pas que des Français. En fait, Okay. on n'a qu'un seul Français. En fait, on a une structure de capital assez particulière parce qu'on a fait notre première levée avec un syndicat de 3 VC et quelques business angels. Et les VC, c'était Alven en France, Index Ventures qui sont à Londres et Point9 Capital qui est à Berlin. Et donc, notre choix de prendre ce syndicat était en particulier dû au fait qu'ils étaient internationaux et que notre business était international. Et pour tout avouer, ils n'étaient pas hyper fans de VC. La dilution, tout le monde la prenait. Hein. Et ils n'étaient pas hyper fans, la valeur, ils ne la voyaient pas forcément. À la fin, on les a convaincus, quoi. Enfin, à la fin, c'était notre boîte, quoi. Donc c'était nous qui faisions le choix. Mais il y a eu effectivement une discussion, on ne va pas dire un peu difficile, quoi. Ça a pas été, il n'y a pas eu de conflit, mais c'était une discussion difficile. Aujourd'hui, bien sûr, ils ne regrettent pas du tout. Okay. Bien sûr, avec leur recul, ils ne regrettent pas du tout. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément aussi évident que ça l'est aujourd'hui. Le truc, c'est que vous avez si par exemple vous avez un beau produit qui est largement meilleur que tout ce qui existe. Évidemment. Je ne suis pas le focus, tu vas jamais le truc. Alors, la croissance, vous l'auriez très probablement eu, en gros, avec un. Enfin, on n'aurait jamais. Avec le produit que vous avez dit, la croissance, vous auriez pu la trouver, peut-être plus lentement. En fait, est-ce que vous auriez pu. Tout est sur la. Avec mais genre une croissance plus lente, tout aussi régulière, mais sans passer par ici. En fait, tout est une question de vélocité. Le produit est quand même très bon, quoi. Ouais, tout est une question de vélocité. C'est-à-dire qu'on aurait probablement pu faire la même chose, mais on aurait mis beaucoup plus de temps. Et ce qui compte. Enfin, non. S'il y avait des univers parallèles, je pourrais te. C'est une question naze, en fait. Non, je ne peux pas être sûr. Non, mais je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. Il y a des grosses chances qu'on a réussi à faire une boîte, un produit qui marche. On aurait probablement, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là, c'est sûr, mais on n'en serait pas là. De combien, je ne sais pas, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, on aurait fait une croissance de 10% par mois, peut-être? Tu sais, c'est exponentiel, quoi. Entre 10 et 30. 30, c'est pas juste 3 fois plus, c'est exponentiellement fois plus que 10, puisque tous les mois, ça se cumule. C'est la magie du SaaS, quoi. Ça, c'est un truc génial. C'est très très dur au début, mais quand ça part, et en fait, on ne peut plus t'arrêter, quoi. Enfin, j'espère. On n'est pas encore à la taille où ça ne peut pas s'arrêter, mais à partir d'une certaine taille, ça peut aller vraiment très loin. Et en fait, imagine, je ne sais pas si tu fais ton calcul, tu prends ta spreadsheet, mais un bon pourcentage tous les mois pendant 4 ans et fait beaucoup moins pendant 10 ans, pendant 4 ans, et ça n'a rien à voir la boîte à la fin. C'est la différence. La croissance, vous l'auriez probablement eu, mais certainement pas même rythme. Pas même rythme, ce ne serait pas le même profil de boîte aujourd'hui. Ouais. Okay. Et donc je ne regrette pas. En fait, c'est une aventure. Hein. Après, l'histoire n'est pas finie d'écrire, on est encore très early stage. Hein. Tout est relatif, mais on ne cherche pas à être acheté parce qu'on pense que le marché est gigantesque et que l'opportunité est énorme et qu'on n'a pas envie de louper l'occasion de la tester, quoi. Je ne sais pas si je suis très clair en disant ça, mais on ne cherche pas. Tu vois, on n'a pas fait Algolia pour faire un aller-retour et toucher de l'argent. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas clair au début, mais aujourd'hui, on est convaincu que la taille du marché est juste gigantesque, qu'il y a un vrai potentiel pour la boîte d'IPO, de devenir énorme, et donc on veut le tenter, quoi. Après, il ne faut jamais dire jamais, et donc je ne sais pas ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans, mais en tout cas, l'objectif qu'on a aujourd'hui n'est pas un achat. Nous, nos clients, c'est des B2B, on ne fait pas de B2C. Google, ils sont très très bons en search, mais leur métier aujourd'hui, c'est la pub. Oui, d'accord. Ils pourraient. Si jamais il y a est-ce que. Ouais. de business, ils ont les technos pour. Ouais. Est-ce que Google, on va dire qu'ils n'ont pas la techno, ils ont l'expertise. Leur techno, elle n'est pas adaptée à ce qu'on fait. Par contre, évidemment, Google a les meilleurs ingénieurs de search au monde, enfin, sauf Julien, bien sûr. Mais donc Google, techniquement, ils ont la capacité de faire un produit concurrent. Est-ce qu'ils vont le faire? Moi, j'y crois pas. Et s'ils le font, soit ils vont évangéliser le marché pour nous. Très bien. Ça fera un concurrent sérieux, mais c'est pas grave. C'est juste qu'ils seront seconds. Voilà. C'est bon, ça. En fait, si tu veux, il y a alors 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas exactement quand, mais aujourd'hui, on voit vraiment un shift dans la façon dont les produits sont développés. Je ne sais pas si vous connaissez Andreessen Horowitz, je ne sais plus lequel, je crois que c'était Andreessen, qui avait dit « Software is eating the world ». Et aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est que API are eating software. Donc en gros, aujourd'hui, quand on construit un nouveau produit, on va simplement, tu veux faire du paiement, tu prends Stripe, tu veux faire de la com, tu prends Twilio, tu vas prendre, je sais pas, SendGrid, Mailjet pour les mails. Voilà. Et donc en quelques jours, parfois, tu as une app, quoi. Regarde Yo qui a explosé, ils ont fait ça en combien de temps, quoi? Quelques heures, je sais pas. Enfin,
Pourquoi? Parce que tu as plein d'API. Stripe est en train de devenir le payment layer d'Internet. Nous, on veut être le search. On veut être l'API de search par défaut que les gens vont utiliser quand ils vont faire un produit. Dans Internet. Et puis après, ça c'est la vision technique. Et puis après, tu as la vision user experience. On veut aussi, toi, Google, ok, fait de l'instant search. On veut apporter ça à tout le monde. Si tu veux avoir une bonne user experience sur ton search chez toi, ok, ton image c'est Google, mais va faire ça toi. Enfin, c'est juste impossible à développer, c'est juste beaucoup trop compliqué. Et ça, on veut te l'amener, packagé, super facile à intégrer dans ton application. On veut te permettre de faire ça toi-même. Notre vision, c'est voilà, c'est ce que je disais, get rid of the search button. On veut faire, j'ai des mots anglais qui me viennent, mais on veut vraiment rendre le search super fluide, seamless. Je sais pas, enfin, je cherche les mots qui vont correspondre, mais ouais, c'est ça. C'est vraiment fluidifier l'expérience de search partout. Il n'y a pas que Google qui a droit. On veut pouvoir permettre ça à tout le monde. Et puis après, voilà, et après on fait un business avec ça, évidemment. On savait que notre cible, c'était les devs. On était devs, donc on savait leur parler. Donc ça aide beaucoup en termes d'image, de façon de parler. Le site, on est à la 5e version. Hein. Ça a beaucoup itéré. Rapidement, dès que possible, on a une version dans le site où on avait des lignes de code dans la page d'accueil. Par exemple, dès aujourd'hui, enfin, dès qu'on a une autre version SaaS qu'on a lancée, ligne de code dans la page d'accueil. Et puis, ouais, toujours. Et puis après, le côté démo, ça c'est venu à YC par exemple. On s'est vite rendu compte que quand on expliquait ce qu'on faisait, les gens nous regardaient avec des yeux, ouais, enfin, c'était super difficile de convaincre. Et puis quand on montrait ce qu'on faisait, là, ça changeait tout, quoi. Et donc on a rajouté une première démo, une deuxième, une troisième, enfin, on a commencé à mettre pas mal de démos sur le site. Maintenant, on a suffisamment de clients prod qu'on puisse utiliser les clients comme démos. Ça, c'est plutôt sympa, parce que c'est vachement plus sympa quand c'est des sites en prod que des démos. Mais ça a été très progressif. Il n'y a pas eu de lueur dès le départ, enfin, c'est toujours plein d'itérations, quoi. Il y en a encore beaucoup à faire sur le site. Donc on a testé 2-3 trucs, on a fait 2-3 A/B tests. Mais, trafic, quand même. Ouais, on commence, mais et puis après, je te dis, on commence à recruter en marketing. Et ça, on a tellement de priorités, tellement de choses à faire. Donc on n'est pas des rois de l'A/B test sur notre site. Mais attention, on n'est pas consumer, on n'a pas un trafic, je sais pas, on n'est pas Pinterest, quoi. Enfin, on va pas. Mais oui, ça fait sens à partir d'un certain trafic d'A/B tester. Peut-être qu'aujourd'hui, il devient suffisamment significatif pour qu'on le fasse. Au début, non. Au début, non, quoi. C'est pas. Au début, on a une idée, on la fait, et puis on voit bien si ça marche ou ça marche pas, quoi. On va chercher des clients. Et on va chercher des clients, et on fait des choses qui ne scalent pas. Et encore aujourd'hui, hein, il y a des choses, enfin, en termes de support, par exemple, aujourd'hui, on essaie d'appeler tous les clients. Tous les clients qui font un trial, on leur propose de les appeler. Alors, tous ne disent pas oui, mais quand on a commencé à être beaucoup plus intensif là-dessus, on a doublé notre conversion de trial à payant. Et ça, c'est un truc qu'on va continuer à faire. Maintenant, ça ne scale pas hyper bien sur les tout petits comptes. Là, on vient de lancer un nouveau plan gratuit. C'est un truc qu'on va avoir du mal à scaler avec des clients gratuits. Mais c'est pas grave, pour l'instant, on le fait pour tout le monde. Et puis on verra demain comment on s'adapte en fonction des contraintes, quoi. Tous les clients qui sign up, alors il y a plein d'emails transactionnels qui sont envoyés. Il y a un de ces emails, je crois que c'est le deuxième jour, juste après, le lendemain, c'est un email qui salut, c'est Alex, notre customer engineer qui a personnifié cet email-là. Voilà, j'ai vu machin que vous avez fait ça, en fonction de leur comportement, on a un email différent. Est-ce que vous auriez un quart d'heure sur Skype ou je ne sais plus exactement le texte du mail, mais grosso modo, on propose de faire un call d'1 quart d'heure pour revoir leur use case avec eux, alors qu'ils sont en trial. Donc il y en a plein de ceux-là qui ne vont jamais devenir clients. On leur propose quand même de faire un call. Et quand ils acceptent, qu'ils les a au téléphone, ben, c'est le jour et la nuit parce qu'on peut les guider dans l'expérience, on peut leur recommander des approches. Donc ça marche vraiment bien. Ouais. Et on a toujours été très... je sais pas, pour nous, le support, c'est l'une des valeurs clés de la boîte. Donc on a toujours été très fort sur le support, à aller toujours l'extra step, à jamais compter notre temps au support. Toutes les boîtes disent évidemment que le client c'est le roi, et, enfin, tout ce que tu veux des discours, mais dans la réalité, il n'y en a pas beaucoup qui le font, quoi. Il y a plein de boîtes qui vont dire qu'ils adorent leurs clients qui font très attention et puis ils vont externaliser le support en Inde. Ça ne peut pas marcher. Nous, c'est les développeurs qui font le support. Et nos clients, c'est des développeurs. Quand ils prennent le téléphone, ils parlent à un développeur. Et ça change. Et ça ne scale pas du tout, quoi. Eh bien, ça dépend de la taille des clients. Ouais. Et c'est du SaaS. Ouais, c'est vrai. Tu peux te permettre d'attendre un an avant de rentrer dans tes frais. Parce que le client, il est là. Aujourd'hui, on a très peu de churn, donc il y a très peu de clients qui partent. La
quasi-totalité des clients qui sont partis aujourd'hui, c'est des clients qui ont fermé, qui ont arrêté leur activité. Parce qu'on a plein de startups aussi qui... et donc aujourd'hui, on ne sait même pas estimer la lifetime value parce que pourquoi ils partiraient, quoi. Et donc même si on met, je sais pas, 2 ans de lifetime value, tu vois, aujourd'hui on met 2 ans au nez parce qu'on n'a pas assez de recul pour le savoir. Aucune raison de... Et ouais, donc ça nous permet, tu vois, un client qui paye, je sais pas, si un client nous paye, je sais pas, $200 par mois, ben 200 fois N mois, ben d'un seul coup, tu peux te permettre, parce qu'évidemment, une fois qu'il est en prod, il y a beaucoup moins d'interactions. Il peut y avoir des nouvelles interactions, il peut y avoir de l'upsell, il peut avoir un nouveau projet, il peut y avoir plein de choses. Mais statistiquement, il y a quand même beaucoup moins d'interactions. C'est vraiment au début que ça fait partie du coût d'acquisition client quelque part. Même si pour l'instant on ne le compte pas comme ça. Mais... Notre churn exact, on perd, tu vois, on a 350 clients, on perd 1 client ou 2 par mois. Donc en pourcentage, ça fait pas grand-chose, 0,5 par mois, un truc comme ça. Et ça, c'est un churn de clients. Et en fait, tous les clients qui partent aujourd'hui, c'est que des petits plans. Ça arrivera. Aujourd'hui, on n'a aucun client qui paye des milliers de dollars qui soit parti, quoi. Donc ça arrivera. Et le jour où il arrive, celui-là, bah, il coûte plus cher. Mais pour l'instant, c'est plutôt cool. On a un net churn qui est négatif de beaucoup. Ça dépend des mois, mais on va être quasiment à moins 10%. Ça dépend, le mois dernier, on a fait plus, mais on est autour de moins 10% de net churn. Ça veut dire qu'en grosso modo, on upsell beaucoup plus qu'il y a des clients qui partent de très loin. Ok, alors attends, le churn, c'est le nombre de mecs qui se cassent. Voilà, en fait, le net churn, c'est tu fais ce que tu perds moins ce que tu gagnes des clients existants. Oh, ok, d'accord. Et donc, s'il est négatif, c'est plutôt très bien. Okay. En fait, un net churn négatif, c'est ce que tout le monde cherche, quoi. Ça veut dire que tu upsell plus vite que tu ne perds des clients. Voilà, mais après, voilà, on a 1 an d'activité, on a lancé en septembre. Donc, c'est pas, voilà, faut pas en tirer des conclusions trop hâtives non plus, quoi. On est les seuls à avoir ce positionnement base de données que j'ai expliqué tout à l'heure. Personne d'autre le fait. Ce qu'on va avoir en SaaS, je m'intéresse qu'au SaaS, sinon alors, tu peux encore rajouter. En fait, on va avoir une grosse catégorie, ça va être les hosters de Elasticsearch, de Solar, de Sphinx, donc l'open source, donc des gens qui vont prendre l'open source, qui vont juste faire le hosting. Donc leur valeur ajoutée est assez limitée en fait, par rapport au fait de le faire soi-même chez toi, c'est juste qu'ils font le hosting. Et à côté, on va avoir des gens qui vont être vraiment focalisés plus sur le site search, qui vont être plus concurrents de Google Site Search, donc qui vont aller crawler ton site. Plus simple que nous à intégrer. On se revend, on dit d'être extrêmement simple à intégrer, mais eux, tu mets ton URL et ils font ton search. Mais en termes de qualitativement, c'est très pauvre, puisque c'est juste un crawling de tes pages web et c'est tout, quoi. Et en fait, c'est assez rare qu'on soit compétiteur avec eux. En fait, le plus gros compétiteur aujourd'hui, c'est pas une boîte, c'est l'open source. C'est une boîte, typiquement pour une startup qui démarre, c'est le choix, est-ce que je prends Algolia ou est-ce que je le fais moi-même avec Elasticsearch par exemple. Plus tard dans la vie de la boîte, quand ils ont commencé un truc, parfois c'est plus facile pour nous de vendre. Quand ils ont déjà galéré avec l'open source, j'ai rien contre l'open source, hein, c'est très bien, mais quand c'est plus complexe à intégrer, quand ils ont galéré avec ça, qu'ils ont des serveurs qui font se tomber, qu'ils ont une personne presque à plein temps qui est là juste pour maintenir le truc, ils voient beaucoup la valeur de switcher sur une modèle SaaS. Et sans maintenance, avec très peu d'intégration très facile. Vous êtes dans une période de forte croissance, aussi bien en termes de chiffre d'affaires que d'effectifs, comme vous avez recruté plein de gens. Du coup, j'imagine qu'il y a la question du culture fit qui se pose. Comment est-ce que vous avez réussi à garder cette culture de développeur, cette culture vers le support client, tout ça? Alors, on est en train de faire ça. C'est-à-dire qu'on est en train de se poser la question, ça fait un petit moment déjà, donc on est en train de commencer à agir là-dessus. C'est super dur. En fait, c'est plus dur qu'on ne pensait. C'est-à-dire que pour nous, Julien et moi, quand on a créé la boîte, déjà on s'est pris une demi-journée ensemble, on a parlé que de ça, avant de créer la boîte, pour savoir si on était compatibles, si on voulait la même chose. Et il s'est trouvé que oui, que c'était un très bon fit, donc parfait. Et ça ne nous est jamais venu à l'idée, puis à chaque fois qu'on embauchait quelqu'un, forcément on testait le culture fit. Mais entre le raconter, entre le dire, et puis le vivre, et puis tu as un entretien, tu écoutes le founder qui t'embauche, et puis ouais, c'est génial votre culture, c'est top, ça s'arrête là. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de le formaliser. On l'écrit noir sur blanc. Et on écrit nos règles noir sur blanc. Qu'est-ce que c'est pour nous qu'est-ce que c'est Algolia pour nous et qu'est-ce qu'on cherche chez les gens, comment se comporter. Et donc là, dans cette formalisation, il y a le client. Et c'est le premier truc qu'on fait lire à tout le monde. Alors, on a même un must-read. Il y a un bouquin qui s'appelle
C'est une des choses qu'on cherche chez les employés, c'est ce qu'on appelle l'ownership. Enfin, on veut des gens qui s'identifient à la boîte, qui prennent des décisions, qui prennent l'initiative, ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, tout le monde n'est pas comme ça. Et donc, un des must-read quand tu arrives à Algolia, c'est un bouquin qui s'appelle Freedom Inc., qui est à fond là-dessus. Et donc, maintenant, on l'a rajouté dans notre... on a un wiki, donc une page wiki qui explique ça. Et donc, première ligne, must-read. Et donc, il y a Freedom Inc. et il y a le Culture Deck de HubSpot, qui est compatible à 90-95% avec nous. Donc, on n'a pas encore fait l'effort de faire notre propre Culture Deck, ça va venir. Et donc, c'est la façon dont on fait. Et on va un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on va essayer de... Par exemple, dans la culture qu'on est en train de créer, il y a la distribution. On sait que nos clients sont partout dans le monde. On est en train de créer une équipe distribuée avec des gens d'abord aux US et en France, mais plus tard ailleurs. Et pour l'instant, par exemple, on va encourager les gens à bosser de chez eux. On leur recommande de bosser de chez eux au moins quelques jours par semaine. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, quand tu as quelqu'un qui est en remote et qui plus est avec un décalage horaire, c'est impossible la communication, ça ne marche pas. Petite anecdote pour finir et pour te donner à quel point c'est important. Anecdote, petite histoire quoi, vécue. Elle est bien ou pas? Parce que c'est la dernière après. Oups, tu vas me dire. C'est un peu concret, hein, c'est pas un truc rigolo. Mais je vais aux US une fois tous les mois, tous les 2 mois. On se relaie, j'ai mon bizdev qui va aussi souvent. Quand je suis là-bas, on utilise HipChat en interne pour communiquer. Quand je suis là-bas. Slack. Peut-être on va y passer. Désolé si HipChat, je ne pense pas qu'ils regardent, mais ce n'est pas la priorité. Mon cofondateur Julien travaille chez lui entre 2 et 3 jours par semaine, de chez lui en remote. Quand il est de chez lui, je me lève le matin aux US, je regarde HipChat, je vois les logs, je vois tout, et je sais ce qui s'est passé dans la journée. Quand il est dans le bureau, je vois rien, parce que tout s'est passé à l'oral. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans la journée. Et c'est ultra frustrant quand tu es en remote à distance. Donc on le sait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on encourage tout le monde à avoir au moins des gens en remote tout le temps. Pour nous forcer à communiquer de façon écrite, asynchrone aussi. Évidemment, ça ne remplace pas le synchrone. Parfois, il faut parler, il faut se rencontrer. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire en remote. Et puis, ce qui se passe, c'est que... Ça change beaucoup de choses aussi. Ouais, bien sûr, ça facilite beaucoup. Et puis maintenant, tu as même Skype, tu as tout le matos. Et, voilà, on a la fibre au bureau, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Et c'est hyper important. Et donc, on est en train de... Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de faire rentrer ça dans l'ADN. Donc, on est en train de faire ce qu'il faut pour le faire rentrer dans l'ADN. Ça peut prendre du temps, il faut se forcer un peu, parce que c'est bien sûr beaucoup plus facile de ne pas faire ça. Mais, donc ça, c'est un autre élément de réponse à ta question. Il n'y a rien de facile. On sait que ça va être l'un des plus gros challenges qu'on va avoir, c'est la distribution de l'équipe. Et donc, on s'y prépare, petit à petit, pas à pas. Merci beaucoup. Donc là, on applaudit. Olivier.